L'obéissance peut être contraignante, mais n'a des conséquences que si vous y renoncez. Quand on ne sait pas régler sa conduite, comment pourrait-on régler celle des autres? Dès lors que vous circulez sur une voie, une chaussée ou même sur un trottoir, vous êtes susceptible d'être contrôlé ou de se faire arrêter par les agents de la force de l'ordre. Choisir de ne pas vous arrêter malgré qu'un gendarme ou un policier vous en ait intimé l'ordre est alors considéré comme un refus d'obtempérer. C'est d'ailleurs ce groupe de mots qui constituera le thème de ce numéro. Mesdames, Messieurs, bienvenue et que dit la loi commence. Pour toute suggestion, témoignage ou participation à l'émission Que dit la loi, contactez-nous au 05 691 77 92. Qu'adviendrait-il aux usagers de la route qui refusent de se soumettre à l'interpellation des agents de la force de l'ordre? Découvrons ensemble la réaction des citoyens. C'est inadmissible. Ça ne peut pas se faire que vous êtes interpellé par un agent de l'ordre et que vous refusiez. Bon, mais non, cela vivant au Congo depuis des belles lurettes, toujours vivant au Congo, je pense à mon humble avis que ça ne serait pas tout d'égo de vouloir, disons, en vouloir à ces gens-là qui refusent. C'est vrai, ce n'est pas du tout normal. Ça, c'est déjà d'entrée de jeu. Ce n'est pas normal. Quand vous êtes interpellé, vous êtes censé, n'est-ce pas, de vous arrêter et d'écouter ce que l'agent vous dit, car l'homme vivant dans une nation est censé, n'est-ce pas, respecter l'ordre public. Mais s'ils le font, peut-être il y a des raisons aussi qui poussent, voyez-vous, la population à le faire. Ça peut être aussi une méfiance de la part de ces transporteurs à l'égard de ces agents de l'ordre public. Car en fait, permettez qu'on le dise, fut-il un temps où nous avons aussi été dans ce transport et nous avons connu des moments où vous êtes interpellé, vous montrez vos papiers, mais vous voyez dans l'agent qui vous interpelle vraiment une motivation juste à vous incriminer. Ok? Voilà, une vraie motivation à vous incriminer. Ça déjà aussi. Et en plus, la manière de le faire. Voyez-vous, la manière de le faire. Je ne vais pas ici aller dans les détails car les choses ne s'arrangent pas dans les détails. Mais ce qu'il faut dire dans tout compte tout fait, c'est que ce soit la population, que ce soit les agents d'ordre public, sans vouloir les incriminer, je les aime bien et je les respecte, je m'incline devant eux. Il y a un problème de civilisation aussi qui s'impose. Voyez-vous, et celui qui fait l'acte, ça veut dire celui qui interpelle et aussi celui, n'est-ce pas, qui est interpellé. Il y a un problème de civilisation, la manière de faire les choses. Déjà, je dirais c'est comme on dit, 50-50. C'est-à-dire que le chauffeur qui passe, il se dit, je suis en règle, mais il va me demander de l'argent. D'abord, c'est ça. Ensuite, encore, il y a d'autres personnes qui ne sont pas en règle et passent. Et ils ne veulent pas être interpellés. Et ce ne serait pas une bonne chose de le faire. C'est-à-dire que ça dépend du côté où vous êtes. Si vous êtes un chauffeur, vous êtes en règle, arrêtez-vous. Discutez avec le monsieur, obtempérez. Écoutez ce qu'il a à dire. C'est quand même une force de l'ordre. Et maintenant, si vous êtes en règle et que vous savez que voilà, monsieur va toujours vouloir me demander 1000 francs, ben, moi je pense que moi je bouge, je fonce. Hein. C'est moi le chauffeur, je fonce. Moi-même aussi, je suis taximan, n'est-ce pas? Donc j'en ai connu des choses, des interpellations où j'avais même refusé aussi hein, d'intempérer parce que la manière de faire n'était pas normale. Et aussi, ou alors quand ça se fait, ben écoutez, c'est pour vous chercher juste des problèmes. Le refus de tempérer, c'est la maladie des Congolais. Bon, c'est pas la maladie des vrais Congolais, mais c'est la maladie des Congolais. On se dit qu'on est emmerdé par la police parfois. Il y a certaines petites trucs, des petites choses qui peuvent se faire sur un véhicule que toi, le chauffeur, tu ne te rends pas compte. Par exemple, les lampes taxi qui sont au-dessus du véhicule. Pendant que tu ne peux pas savoir si ça a grillé. Sauf si tu t'arrêtes et que tu regardes. Mais tu te retrouves devant un policier qui va t'arrêter.
ta lampe ne fonctionne pas. Tu regardes là, mais je ne savais pas, j'ai dit non. C'est pas bon. C'est soit la fourrière, soit il faut essayer de négocier avec le policier. Mais refuser de tempérer, c'est un chauffeur professionnel. Je parle quand d'un chauffeur professionnel, pas n'importe quel chauffeur. Un chauffeur professionnel devrait toujours s'arrêter et tempérer avec le policier. Parce que c'est à base de ça aussi que tu sauras ce qui ne va pas avec ton véhicule. Le policier peut voir ce que toi, tu ne vois pas. Il t'arrête, il fait son contrôle. Si tes documents sont corrects, on te laisse passer. Si tu as un truc qui manque, on va te dire, il y a tel truc qui manque, il y a tel truc. Si tu tombes sur un bon policier, il va te donner des conseils pour dire, voilà, il faut payer tel document ou il faut arranger telle pièce sur le véhicule. Mais refuser de tempérer, je ne pense pas que ce soit une bonne chose à faire pour un chauffeur qui est professionnel. Dès lors qu'il y a un refus de tempérer, ça dit que vous, le chauffeur, le conducteur de moyen, vous vous sentez déjà en faute. Cela dit que par exemple, vous n'avez pas de documents, votre voiture parfois n'a pas, comme on l'appelle, je peux dire, il y a des moments parfois la loi, les policiers sont là en train de faire leur travail. Une fois qu'on vous interpelle, il faudra que vous vous arrêtez. Et si vous vous mettez à fuir, en ce moment, on va considérer que vous n'avez pas de documents et ce n'est pas une bonne pratique. J'aimerais que le citoyen qui se trouve au bord d'un moyen, de coopérer avec l'agent qui est en face de lui, d'essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire au lieu de fuir. Parce qu'en fouillant, vous pouvez aller faire plus d'accidents ou de catastrophes. On pourrait dire que c'est aussi le manque de maturité. Ils ne connaissent pas carrément le code de la route. Et donc, une fois qu'un conducteur est arrêté et qu'il est interpellé par les agents de la force publique, je pense qu'il a le plein droit d'arrêter et de s'exprimer librement. Voilà. Mais une fois qu'il ne respecte pas le code de la route ou encore les agents de la force publique, il pourra carrément payer une amende. Voilà. Le refus d'obtempérer, que dit la loi, que dit également le code de la route, ou encore quelles sont les sanctions encourues par les contrevenants. L'essentiel à savoir dans cet échange. Le refus d'obtempérer, que comprendre dans ce groupe de mots, monsieur le procureur? Le refus d'obtempérer consiste pour une personne interpellée par les forces de l'ordre à refuser d'obéir aux injonctions de ces dernières. Le code pénal incrimine l'individu qui refuse d'obtempérer, c'est-à-dire qui refuse de se soumettre aux forces susdites. On peut citer par exemple les cas de rébellion. Le code de la route prévoit également la qualification de refus d'obtempérer, notamment en cas de contrôle routier. Et quand est-ce qu'il y a refus d'obtempérer? Relativement au code routier, au code de la route, où les infractions de refus d'obtempérer sont les plus courantes, c'est le fait pour un automobiliste, justement, de refuser de se plier aux injonctions, par exemple, des agents de la route. On peut avoir des policiers, on peut avoir des gendarmes qui sont en train de régler la circulation et celui qui est interpellé dans ces conditions-là, il pense qu'il peut ne pas se plier à ce protocole. Dans le code pénal, en revanche, notamment, on a parlé de la rébellion, qui est une infraction grave, parce que la rébellion caractérise l'individu qui non seulement résiste à se plier à ce que lui demandent les forces de l'ordre, mais en plus organise une opposition et qui est armée. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, on va considérer que l'individu ne s'est pas plié aux obligations qui étaient les siennes, donc il a refusé d'obtempérer. Et quels sont les éléments matériels ou intentionnels qui constituent le refus d'obtempérer et quels en sont les principes? Mais comme on a souvent dit lors de nos rencontres, une infraction, c'est une combinaison d'un certain nombre d'éléments. D'abord et invariablement, l'élément légal. Il faut que nous ayons une loi, un dispositif en tout cas contraignant qui existe et qu'un individu décide malgré tout de passer outre. Donc nous avons l'élément légal et nous avons l'élément matériel, c'est-à-dire c'est l'agissement de cet infracteur qui décide de ne pas s'arrêter lorsque par exemple un policier a sifflé
qui décide de prendre des armes pour affronter des forces sur le terrain. Là, c'est l'élément matériel. Mais il faut aussi un élément intentionnel, c'est-à-dire que celui qui est susceptible d'être poursuivi justement pour cette infraction ait la pleine connaissance de ce que le comportement que je suis en train d'afficher est un comportement qui est prohibé. Donc, il a la pleine conscience qu'il est en train de franchir les lignes rouges de la loi. En cas de refus d'obtempérer, que dit le code de la route à ce propos? Le code de la route, c'est une loi. Ce que beaucoup de gens n'imaginent pas, tous les codes sont des lois. Le code de la route est une loi, c'est la réglementation de la route. Et donc, lorsque un individu manifeste une certaine désinvolture face à ce que prévoit la loi, eh bien, cette loi a prévu des sanctions. Vous savez que nous avons, par exemple, le code de la route révisé, qui est un code communautaire, c'est le code de la CEMAC, qui prévoit diverses sanctions qui peuvent, en cas de besoin, s'étager. Par exemple, déjà, la plupart des infractions, ce sont des amendes. Nous savons que le code de la route se règle souvent par des amendes. Mais pas seulement. Ça peut être la mise en fourrière du véhicule, ou ça peut être de façon de plus en plus graduelle des sanctions qui vont, par exemple, de la confiscation du permis de conduire jusqu'à la suspension, voire même le retrait de ce permis de conduire de façon temporaire ou définitive. On peut encore continuer à monter comme étant comme la confiscation carrément du véhicule, voire l'emprisonnement pour l'individu qui s'est rendu auteur d'infractions au code de la route. Et en cas de confiscation, ça peut prendre combien de temps? Tout dépend déjà de la faute qui est reprochée à l'auteur. Si un individu a chevauché une ligne continue, par exemple, sans d'avoir créé d'accident et que il y avait un policier qui est là, qui a sifflé et il a refusé de s'arrêter, il est parti. Bon, il n'a causé aucun accident, c'est une infraction. Si on vient à confisquer son véhicule ou à retirer son permis de conduire, vous comprendrez que dans des circonstances comme celle-là, cette sanction sera assez limitée dans le temps. Mais si l'infraction est plus grave, comme par exemple un accident de circulation, même s'il n'y a pas eu de préjudice humain, mais il y a eu des dégâts matériels, l'individu par exemple, il a heurté un feu de signalisation qui est tombé. Ça veut dire qu'il met en difficulté les autres usagers de la voie puisque ces faits-là ne fonctionneront plus. Donc vous voyez que la sanction n'est pas uniforme, elle dépendra essentiellement des faits qui sont reprochés à l'individu qui est l'auteur de cette faute-là. Parlons des dégâts. Que dit la loi concernant le refus d'obtempérer avec circonstances aggravantes? On va prendre l'hypothèse de ce que un individu dans la circulation est interpellé par un agent de la route. Bon. C'est un véhicule privé, c'est un véhicule de transport en commun, ou enfin, c'est un automobiliste qui refuse d'obéir à ce coup de sifflet de l'agent de la route. Il s'en va. Bon. Mais en partant, il cause un accident. Ou il occasionne un accident. Peut-être que c'est pas lui qui le cause directement, mais dans une conduite assez débridée, il fait que il y a quelqu'un qui a peut-être pilé pour ne pas rentrer en collision avec lui, mais lui-même, il s'est retrouvé en carambolage avec quelqu'un d'autre. Donc, en droit, toute faute est punissable, mais toute faute qui se caractérise en plus avec des circonstances qui sont susceptibles d'alourdir le préjudice, d'alourdir les dégâts, justement, sera punie de façon encore plus lourde, si je peux me permettre de me répéter comme ça. Il y a circonstances aggravantes, ça veut dire que la sanction sera de façon proportionnelle beaucoup plus élevée. Mais est-ce que les sanctions seront-elles les mêmes si c'est une faute occasionnée ou bien une faute causée? C'est le dispositif de la loi. C'est le dispositif de la loi. On n'invente pas une faute au moment où elle est commise. Je crois qu'au cours d'émissions précédentes, nous avons déjà dit que la loi doit préexister à la faute.
On ne vient pas créer une faute dès l'instant où un comportement est susceptible d'être blâmé. Donc, si un individu a commis une faute, refus d'obtempérer, par exemple, puisque c'est de ça que nous parlons ici, et que il occasionne un accident, ou qu'il cause un accident. Mais on lira simplement ce que dit la loi. La plupart du temps, c'est la même chose. Lorsqu'un individu a causé un accident parce que c'est lui-même qui est un acteur direct de cet accident, ou lorsqu'un individu, à cause de ce qu'il a fait, a occasionné un accident, même si c'est pas lui-même qui l'a directement causé, ben, la plupart du temps, le tarif reste le même, mais quoi qu'il en soit, comme j'ai dit, on regardera le dispositif de la loi, et c'est seulement le dispositif de la loi qu'on appliquera. Et que dit la loi sur l'intervention des forces de l'ordre et l'usage des armes? Ah. Bon, on va déjà dire que le port d'armes est un domaine qui est très réglementé. Le port de l'arme est un domaine très réglementé. Et les conditions dans lesquelles un individu qui porte une arme peut être conduit à faire usage de son arme est encore plus réglementé. Alors, je ne pense pas que ce soit le lieu d'en débattre ici, mais les forces de l'ordre, de façon générale, ne sont pas autorisées à faire usage de leur arme en première intention. N'est-ce pas? Un agent de police qui règle la circulation ne va pas sortir un pistolet pour tirer sur quelqu'un qui a grillé un feu rouge, par exemple. Donc, c'est un domaine que je pense qui mérite peut-être une discussion à part et pas dans le cadre justement de cette... Mais monsieur le procureur, si on disait que le port d'armes c'est à caractère dissuasif. Oui et non. Qui porte une arme? C'est déjà ça qu'il faut savoir. Qui porte une arme? La personne habilitée. Est-ce que un agent qui règle la circulation porte une arme? En principe, non. N'est-ce pas? C'est un agent de police, régler la circulation, c'est la police administrative. Donc, la police administrative n'appelle pas une coercition au point qu'il faille faire usage de son arme. La police judiciaire, peut-être. Imaginons que un OPJ, un officier de police judiciaire, soit sur le point d'une enquête criminelle, mais alors d'un certain niveau. Et s'il vient à trouver un repère de bandits, parmi ceux qu'il est en train justement de filer, c'est pas exclu que ces individus, ne souhaitant pas tomber dans les mailles du filet de la police, se défendent d'une certaine façon, y compris en faisant usage d'une arme à feu, si eux-mêmes sont armés. Eh bien, pourquoi interdirez-vous à un policier dans ces conditions, à un gendarme, à n'importe quel agent de la force publique, à son tour, de se défendre? Il est en situation de légitime défense. N'est-ce pas? Donc, il va faire usage de son arme, certainement pour mettre sa vie à l'abri peut-être, mais peut-être aussi pour arriver à circonscrire le danger qu'il est en train de combattre. Mais je pense pas, comme j'ai dit, que nous soyons dans cette hypothèse-là lorsqu'on est en train de parler de refus d'obtempérer. Merci, monsieur le procureur. Que risque l'individu auteur d'un refus d'obtempérer? Mais la réponse sera invariablement la même. Que dit la loi? On a dit qu'un individu a brûlé un feu rouge. Bon. Et on dit que celui qui brûle un feu rouge, il est assujetti à une amende de 5000 francs. Bon. Mais le policier a sifflé. Et lui, en plus, il a refusé de s'arrêter. Donc, on peut coupler deux infractions. Déjà, il y a eu le feu rouge qui n'a pas respecté, mais derrière, en plus, il y a le refus d'obtempérer. Eh bien, on va aller regarder le code de la route. Qu'est-ce qu'il dit? Comme j'ai dit, chaque infraction est une infraction, est un cas d'espèce, et on regarde, au regard du catalogue, justement, de la répression, qu'est-ce qui s'applique à ce cas d'espèce? Cet individu-là mérite quoi exactement? Eh bien, on va regarder. Les peines, comme je dis, elles ne sont pas uniformes en matière de conduite du code de la route. La plupart des infractions du code de la route sont des infractions qui ne constituent que des contraventions. Vous vous souvenez qu'on a déjà parlé de l'échelle
des fautes et de leurs sanctions. Les contraventions sont des infractions qui méritent une peine de police. Et la plupart des peines de police, ce sont des amendes. Donc, un automobiliste contrevenant s'est mis en marge de la loi, il va risquer une amende. Mais si, en plus de cette mise en marge simplement de la loi qui est le code de la route, il a créé d'autres dégâts. Je crois qu'au cours d'une émission précédente ici, nous avons parlé des blessures involontaires, des homicides involontaires. N'est-ce pas? Un automobiliste, il ne respecte pas le code de la route sur la limitation de vitesse. Peu importe le motif. Là où il devait rouler à 40, il était en train de rouler à 80 ou à 100. Il occasionne un accident. Donc, il a déjà contrevenu aux dispositions du code de la route. Mais par ailleurs, il s'est mis lui-même en situation de répondre d'une infraction à la loi pénale. Donc, c'est pourquoi je vous dis qu'on regardera au cas par cas quelle est la hauteur des dégâts que cet individu aura causés. Est-ce que l'omission d'obtempérer est égale au délit de fuite? Non, pas exactement. Pas exactement. Le délit de fuite caractérise l'individu qui, sachant qu'il est impliqué dans un accident de la route, refuse de s'arrêter, refuse de prendre des responsabilités et tente de s'échapper justement pour ne pas avoir à affronter ses responsabilités. Un individu qui, par exemple, au volant de sa machine, a un problème de frein et devant une situation d'urgence, manque de s'arrêter mais heurte quelqu'un. Mais après, il s'en va. Il a la conscience que j'ai occasionné un accident, que j'ai causé un accident, qu'il y a peut-être un blessé. On ne sait pas si c'est un blessé grave, qu'on pourrait peut-être immédiatement transporter vers un centre de soins d'urgence, ou si c'est un blessé léger, mais peu importe, il s'en va. Dans ces circonstances-là, on parle de délit de fuite. Ça n'est pas la même chose que le refus d'obtempérer. Et justement, il faut savoir que le délit de fuite peut concerner même un piéton. Même un piéton. Peut-être à un passage écouté, un passage avec des feux. Il y a des feux qui demandent, quand on a appuyé dessus, que le feu qui était vert passe au rouge pour permettre aux piétons de traverser. Alors, un individu qui appuie, bon, peut-être qu'il ne sait pas que le système ne marche pas, ou il s'impatiente de voir que le feu n'est pas passé rouge tout de suite, il va s'engager, alors qu'arrive un véhicule qui, lui, ayant vu que le feu était vert, il sait que je suis en priorité de passage, il avait une certaine vitesse, et il voit le piéton, il tente de freiner, il perd le contrôle de sa machine, et hop, il va dans le décor. Donc, l'accident a été occasionné par le piéton. N'est-ce pas? Et ce piéton s'en va. Mais alors que l'automobiliste qui a tenté une manœuvre désespérée pour l'éviter est peut-être blessé, est peut-être en état d'hémorragie, en état de choc et tout ça, et le piéton s'en va. Là, il y a aussi délit de fuite. Vous voyez, bon, c'est vraiment le fait pour un individu de refuser de faire face à ses responsabilités, qui peuvent être des responsabilités pénales, qui peuvent être des responsabilités civiles, qui peuvent être des responsabilités d'ordre divers, mais qui a la conscience que je suis en train de m'éloigner d'un lieu où, en principe, j'aurais dû rester là. Peut-être, si c'est par exemple des automobilistes, simplement pour faire un constat. On constate là, bien, bon, qu'est-ce que tu as eu sur ta voiture, qu'est-ce que j'ai eu sur la mienne, ou est-ce qu'on va aller voir un garagiste parce qu'il y a une aile qui est froissée, et ainsi de suite. Donc, le délit de fuite, c'est pas véritablement le refus d'obtempérer, non. Merci, monsieur le procureur. C'en est fini notre échange. Je vous remercie. Nous tendons presque à la fin de ce numéro, mais avant de se quitter, comme de coutume, retenez ceci.
Tout usager, toute voiture, tout piéton, tout scooter, toute moto, j'en passe et les meilleurs, peut se rendre coupable d'un refus d'obtempérer à partir du moment où il refuse la sommation de s'arrêter émanant du représentant de l'ordre. Donc, dit la loi, prudence oblige. À très prochainement.